D'où viennent nos conflits les plus profonds? Les guerres, les rivalités? On a souvent tendance à penser que c'est une sorte d'instinct, un instinct tribal un peu primitif. Mais en s'inspirant des travaux de Pascal Boyer, on va voir que la réalité, elle est beaucoup plus surprenante et surtout beaucoup plus logique qu'on pourrait le croire. Pensez-y une seconde. Du nationalisme le plus intense aux conflits ethniques les plus tragiques, et même, à une autre échelle, jusqu'aux rivalités entre supporters de foot, partout on voit des gens prêts à tout pour leur groupe. Mais la vraie question c'est pourquoi? Pourquoi ces identités ont-elles une emprise si puissante sur nos esprits? L'explication qui vient tout de suite, la plus intuitive, c'est celle-là. On aurait un besoin incontrôlable, presque animal, de former des tribus et de se battre contre les autres. C'est une idée qui semble tenir la route, qui paraît logique, mais est-ce que c'est vraiment la bonne explication? Eh bien, la recherche en sciences cognitives nous invite à aller un peu plus loin que cette idée reçue. Il y a une autre explication, une explication plus profonde, plus nuancée et finalement plus éclairante. Et la voici, la thèse centrale qui change tout. Notre comportement de groupe ne viendrait pas d'une pulsion aveugle, pas du tout. Ce serait plutôt le résultat d'un calcul mental, un calcul très sophistiqué. Et ça, c'est une idée qui rebat complètement les cartes. Alors, pour commencer à déconstruire cette idée d'un simple besoin tribal, on va prendre un exemple que tout le monde connaît bien, le nationalisme. C'est un excellent point de départ. Pendant très très longtemps, il y a eu un grand débat, une sorte de match entre deux visions. D'un côté, la vision primordialiste. L'idée, en gros, c'est que des nations comme la Serbie ou l'Italie auraient des racines très anciennes, presque éternelles. Et de l'autre côté, la vision moderniste, qui dit « Attendez, pas du tout, en fait, ces nations sont des inventions assez récentes, construites par les États modernes pour unifier des peuples qui étaient très différents. » Mais en fait, peu importe si ces nations sont anciennes ou inventées, la vraie question, elle est ailleurs. Pourquoi est-ce que ces identités de groupe, d'où qu'elles viennent, nous attrapent avec une telle force? C'est ça le véritable cœur du problème. Et c'est là qu'une distinction faite par le sociologue Roger Brubaker devient absolument essentielle. Il nous dit de faire attention à ne pas tout mélanger. On peut faire partie d'une catégorie, par exemple, être classé comme serbe ou croate, pendant des siècles sans que ça pose le moindre problème. Le vrai mystère, c'est de comprendre comment, tout à coup, ces simples catégories se transforment en groupes soudés, mobilisés et parfois prêts au conflit. Et là, on revient à notre idée centrale. Ce qui guide notre comportement de groupe, ce n'est pas un instinct brut, mais bien un système mental très, très perfectionné. Pour bien comprendre, mettons les deux idées face à face. Un besoin, ce serait instinctif, émotionnel, inflexible. Ça ne s'adapte pas. Le calcul, lui, c'est tout l'inverse. C'est stratégique, c'est conditionnel. C'est comme un programme qui s'adapte en permanence à la situation, qui évalue sans cesse les coûts et les bénéfices de faire partie d'un groupe. D'ailleurs, les psychologues évolutionnistes ont un nom pour ce logiciel mental. Ils appellent ça la psychologie cohésionnelle. Il faut voir ça comme une sorte de boîte à outils que l'évolution a installée dans notre cerveau pour nous aider à naviguer dans le monde très complexe des alliances humaines. Bon, mais alors concrètement, comment ça marche, ce fameux logiciel? Eh bien, tout commence par un mécanisme assez fascinant, la façon dont notre esprit cartographie automatiquement et en permanence le paysage social qui nous entoure. C'est vraiment incroyable quand on y pense. Des expériences sur la mémoire ont montré que lorsqu'on observe des gens interagir, notre cerveau enregistre automatiquement qui est allié avec qui. C'est un processus qui tourne constamment en arrière-plan sans même qu'on ait besoin d'y penser. Et ça éclaire d'un jour nouveau une célèbre expérience, celle où l'on crée des groupes sur des critères totalement arbitraires, genre l'équipe bleue contre l'équipe rouge. Immédiatement, les gens favorisent les membres de leur propre équipe. On a souvent cru que c'était une loyauté irrationnelle, aveugle. Mais en fait, pas vraiment. C'est un calcul. Les gens supposent, logiquement, que les membres de leur équipe leur rendront l'appareil. C'est un calcul de réciprocité, tout simplement. Et si on continue à tirer le fil de cette logique de calcul, ça nous oblige à repenser complètement un autre sujet très important, le rôle des stéréotypes. Intuitivement, on imagine que les choses se passent dans cet ordre. D'abord, on a un stéréotype négatif sur un groupe. Ensuite, ce stéréotype crée de l'hostilité, et enfin, cette hostilité mène à la discrimination. Ça semble simple, ça semble logique, mais c'est probablement faux. Le modèle cohésionnel, lui, il renverse complètement la table. Il dit non, l'ordre est inversé. Tout commence par une rivalité entre des groupes, pour des ressources par exemple. Pour gagner, on adopte des comportements de discrimination, et c'est seulement après, en troisième étape, que le stéréotype apparaît. Pourquoi faire? Pour justifier a posteriori le comportement qu'on a déjà adopté. Et il y a une preuve assez convaincante pour ça. Les recherches de James Sidanius. Elles montrent que la discrimination ne s'applique pas au hasard. Elle cible de manière très disproportionnée les hommes du groupe rival. Et pourquoi les hommes en particulier? Parce que d'un point de vue évolutif, ce sont eux qui représentent la plus grande menace compétitive. Ça colle parfaitement avec l'idée que la rivalité passe avant le stéréotype.
D'accord, mais comment est-ce que cette psychologie des petites alliances peut s'appliquer à des groupes immenses, comme des nations entières? Eh bien la réponse se trouve dans notre capacité à envoyer et à lire des signaux d'appartenance. On envoie constamment des signaux sur nos allégeances, que ce soit conscient ou non. Notre façon de nous habiller, notre accent, nos gestes. Et puis il y a des marqueurs beaucoup plus forts, beaucoup plus permanents, comme les tatouages ou certaines modifications corporelles. Il faut comprendre que certains signaux sont beaucoup plus puissants que d'autres. Les plus forts, ce sont les signaux coûteux et irréversibles. Un tatouage de gang en est l'exemple parfait. C'est une preuve ultime d'engagement. Pourquoi ? Parce qu'il rend quasiment impossible de changer de camp. Il brûle les ponts avec les groupes rivaux et montre que votre loyauté est totale. Et ça nous amène à la conséquence la plus sombre, la plus extrême des conflits de groupe, la violence. Et même là, ce qu'on découvre, ce n'est pas le chaos total, mais bien souvent une logique froide et malheureusement prévisible. Les recherches de Don Horowiecz sont saisissantes là-dessus. Elles montrent que les émeutes ethniques, partout dans le monde, suivent très souvent un scénario incroyablement similaire. Ça commence par un incident mineur, puis des rumeurs qui enveniment tout et amplifient la menace. Arrive ensuite une période de calme très tendue, menaçant. Et puis, l'explosion de violence. Ce schéma qui se répète suggère bien qu'une psychologie commune est à l'œuvre. Et le moteur de cette violence, souvent, ce n'est même pas la haine, c'est la terreur. C'est ce qu'on appelle le dilemme de sécurité. C'est le calcul froid et terrible qui amène un groupe à se dire que la seule option pour survivre est de frapper en premier par peur d'être attaqué. C'est une logique effroyable, mais une logique qui a sans doute façonné notre évolution. Et tout ça, ça nous laisse avec une dernière pensée, une dernière question. Si nos conflits ne viennent pas d'une pulsion aveugle, mais bien d'un calcul mental, alors ça change tout. Ça veut dire qu'on ne pourra sans doute jamais effacer ce programme de notre esprit. Mais peut-être qu'on peut changer les informations qu'on lui donne. Peut-être qu'on peut agir sur les paramètres de son calcul. Et c'est peut-être là, justement, que se trouve la clé de notre avenir.